chaud de la radio. Le grand show, le show le plus chaud de la radio en ce moment sur les 107.7 et puis également sur notre page Facebook, Live Radio Côte d'Ivoire, où nous sommes connectés en direct, donc histoire de vivre tout ça avec nous. Sinon, vous téléchargez l'application, d'ailleurs c'est cadeau, depuis Apple Store, Google Play sur votre téléphone, comme ça vous nous emportez partout. Une fois que vous avez la connexion, on est bien dans vos oreilles. Et aujourd'hui, le président donc du Conseil national des organisations de consommateurs en Côte d'Ivoire. On reçoit le président du Conseil national des organisations de consommateurs en Côte d'Ivoire. Il est avec nous, c'est bien Monsieur Maurice Komoé, qu'on a grand plaisir à recevoir sur le plateau du Grand Show ce soir. Alors, Monsieur Maurice Komoé, avec vous, on va parler de... On va aborder plusieurs axes, hein, ça c'est évident. Mais déjà, on va commencer par mieux connaître cette organisation-là. C'est important, on a abrégé CNOC-CI. Oui, c'est Cenoxy. Cenoxy, d'accord. Voilà qui est dit. Cenoxy. Donc, Cenoxy, c'est quoi? C'est quoi la mission du Cenoxy? Vous l'avez dit, Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. D'accord. C'est un conseil. C'est une institution en charge donc de réguler, de contrôler l'activité des organisations de consommateurs en Côte d'Ivoire. Président, excusez-moi, vous me permettez? Je vous en prie. Okay, rapprochez le micro bien de vous pour mieux vous entendre. Merci beaucoup. Ouais. Le Conseil national des organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs fonctionne... C'est l'intérêt de tout le monde en vrai. Bien tout le monde est évidemment, consommateur. un consommateur n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion, n'a pas de région. N'a pas d'obédience politique. Pourvu qu'il vive dans un pays, qu'il pose des actes d'achat, qu'il bénéficie donc des services sociaux de base, tant de l'État et des prestations des opérateurs économiques, il est donc consommateur. Le consommateur, c'est celui qui consomme. Ouais. C'est également celui qui signe un contrat au terme duquel il acquiert la jouissance ou la propriété d'un bien ou d'un service avec un opérateur économique ou même une institution de la République. D'accord. Okay. Alors, là maintenant, la deuxième question, c'est quels sont les moyens que vous avez pour accomplir toutes vos missions? Parce que je suppose que des missions, il y en a beaucoup. Alors, le premier moyen dont nous disposons dans l'accomplissement de notre mission, c'est bien évidemment les principes directeurs pour la protection du consommateur. C'est-à-dire les textes qui nous permettent de parler au nom des consommateurs et de défendre leurs droits. D'accord. Bien évidemment, il faut rappeler à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices que le consommateur, on ne peut se réclamer consommateur d'une association de consommateurs que si d'ordinaire, on est membre à part et entière de cette association. Tout à fait. Parce que ce que les Ivoiriens, puisque c'est bien de ceux-là qu'il s'agit, oublient, c'est qu'on n'est pas membre des associations de consommateurs. On ne cherche même pas à savoir comment fonctionne une association de consommateurs. On n'a jamais adhéré à aucune association, on ne paye aucune cotisation, aucun droit d'adhésion. Et puis bon, quand tout est cher, on dit on ne voit pas les présidents d'associations de consommateurs. Mais ce n'est pas nous qu'il faut chercher à voir, c'est les décideurs. Ceux que vous êtes allés voter, à qui vous avez confié votre vie, qui vous ont promis monts et merveilles. Ils vous ont dit, votez-nous. Lorsque vous nous aurez voté, on fera ci pour vous, on fera ça pour vous. Donc, en ce moment-là, vous n'avez pas vu d'association de consommateurs là-bas. Quand vous allez dans les urnes pour voter le président de la République, nous ne sommes pas là, nous ne vous donnons pas de mot d'ordre de vote. Quand vous allez voter vos maires, vos députés, vos présidents de conseils régionaux, vous ne nous voyez pas là-bas. Oui, mais si vous permettez que je rebondisse quand même sur la question, je pense que tu as quelque chose à dire, mais je trouve que ce discours-là, il est, pour ma part, quand même un peu lourd, dans la mesure où je suis peut-être consommateur et on sait comment ça fonctionne, hein, plus ou moins, enfin, on maîtrise pas les rouages de la politique, mais on sait plus ou moins comment ça fonctionne. Un candidat vient nous faire, il nous fait son programme. Exactement, il nous dévoile son programme. Bon, on va choisir le meilleur programme pour nous. Peut-être qu'il n'inclut pas tous les aspects qui nous arrangeraient, nous consommateurs, mais il faut faire un choix. On a fait ce choix-là. Maintenant, peut-être que dans l'exercice de ses fonctions, il y a certains
il y a certains points sur lesquels il ne met pas tellement l'accent. Voilà, alors qu'il nous l'avait promis. Je veux dire, c'est en ce sens-là que vous, en tant que président, en tant qu'association de consommateurs, vous pouvez quand même changer les choses en disant, écoutez, nous on dit la vie est chère. Dans son programme, il ne nous a pas vendu que la vie serait chère ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on remarque qu'il y a des choses qui sont en train de changer sur le marché, on se demande bien, mais il y a un organe qui existe pour défendre nos intérêts. Est-ce que ce n'est pas le moment que ce organe voilà, qu'il fasse ce pourquoi il existe? Est-ce que c'est pas légitime de se poser cette question-là? Bon, alors, il faut être encore une fois clair et distinct. Soyez clair, donc. Les associations de consommateurs sont des structures privées. Ce n'est pas des structures étatiques. OK. Si d'ordinaire, une association de consommateurs était financée avec l'argent public, donc l'argent découlant de vos taxes et impôts, alors vous seriez en droit d'exiger de cette association, même si vous n'êtes pas membre à part et entière, en détenant une carte de membre, d'exiger qu'elle défende vos intérêts dès lors qu'elle est financée avec votre argent, l'argent public. C'est comme par exemple la Fédération ivoirienne de football perçoit de l'argent public de l'État. C'est ça. Donc vous avez le droit de réclamer que le football tel que pratiqué en Côte d'Ivoire soit à la hauteur de vos attentes. D'accord. Mais nous ne recevons aucun per diem, aucun centime de l'État, donc de l'argent public des Ivoiriens. Donc on ne doit rien à la limite à des gens à qui on ne perçoit aucun centime, on ne perçoit rien d'eux. Seulement, quand nous parlons de défense de droits et de protection des intérêts des consommateurs, nous ne faisons pas de distinguo en qualifiant ou en limitant notre champ d'action à ceux qui ont adhéré effectivement à nos associations. Nous menons un combat d'ensemble. Et donc, c'est ce qui a amené les uns et les autres à penser que, de facto, nous devrons les intervenir défendre. à tout. Sinon, ailleurs, où les gens prennent, souvent les Ivoiriens disent, oui, mais quand ici on ne vous voit pas, ailleurs il y a eu augmentation. Depuis quand je mets quiconque défi en Côte d'Ivoire d'attester par des vidéos ou des éléments probants que des organisations de consommateurs dans le monde manifestent, cassent, brûlent. Non, ce n'est pas le rôle d'une association de consommateurs. Qui dans ce pays, en Côte d'Ivoire ou dans le monde, vous avez vu une association en Afrique ici, ces dernières années, ces 10, 15, 20 dernières années, parce que je vous rappelle que je suis moi-même le secrétaire exécutif du réseau des organisations de consommateurs de la CEDEAO. Donc, les 15 États de la CEDEAO, les 14 États, plus la Mauritanie. Donc, les 15 États, plus la Mauritanie, les 16 États. Donc, on gère, c'est un réseau. Et dans le réseau, il y a un secrétaire exécutif pour partager nos expériences, pour partager nos espoirs, nos ambitions pour l'avènement d'un mouvement consumériste africain digne de ce nom en vue d'une meilleure protection des intérêts des consommateurs. Donc, dans ce réseau, nous savons bien ce qui se passe au Sénégal. On dit non, dans un pays, ils ont augmenté le pain de 5 francs. Non, c'était des centrales syndicales. Partout, vous voyez des gens dans les rues manifester. En Europe, partout, c'est les centrales syndicales. D'accord. En Côte d'Ivoire, vous avez des centrales syndicales. Mais un fonctionnaire qui travaille, il est prélevé d'avance sur son salaire par les centrales syndicales, qui perçoivent sur son salaire de l'argent pour alimenter les fonctionnaires de l'État. Ils perçoivent la centrale syndicale, pour ne pas les citer. Ils sont prélevés sur le salaire. UGTCI, on les prélève. Tout à fait. Mais mieux, l'État prend dans les caisses publiques l'argent de nos taxes et nos impôts, prend 800 millions en raison de 200 millions, donne aux centrales syndicales pour leur fonctionnement. Mais à aucune fédération de consommateurs, l'État ne donne 200 millions, même 100 millions, même 20 000, 30 000, rien du tout. Moi, je n'ai jamais rien reçu de l'État, encore moins mon organisation. Donc, nous mettons dans un combat parce que nous disons qu'il y a quelque chose à faire. Alors, sinon, dans les normes, on pouvait se contenter de notre confort et puis faire comme les autres. Mais nous disons non, nous sommes contre les injustices. Nous sommes contre l'incapacité de l'État d'honorer ses engagements. Et donc, en créant les associations de consommateurs, nous avons la vision, nous prétendons aller dans le sens d'amener l'État à honorer ses engagements
vis-à-vis des populations. D'accord, bien noté. D'autres questions suivront évidemment. Ricky en a une toute chaude qui est en train d'arriver. Mais Ricky, tu me permets de marquer une petite pause et puis dès qu'on reviendra, Monsieur Komoé sera tout à toi. Ok? À tout de suite. Monsieur Komoé qui est avec nous, Maurice Komoé qui est avec nous. Monsieur Maurice, il faut dire qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Maurice. Pardon, Monsieur Marus, autant pour moi. Monsieur Marus, il est très pertinent, il est très présent en tout cas sur certaines questions. D'ailleurs, Ricky, t'avais une petite question. On va parler de la vie chère parce qu'après, la vie chère, problème ici, problème à gauche, il y a problème partout et tout le monde essaie de chercher des solutions. On va parler de la vie chère, cette histoire de hausse de 10% sur les factures d'électricité. On en parle. Franchement, il calvaire pour les populations. Et surtout que les premières factures sont tombées. Et quand on regarde, on est tous bluffés parce qu'une facture que tu recevais à 35 000, aujourd'hui, tu te retrouves à 53 000 par exemple. Une facture de 25 000, tu te retrouves avec 45 000. Le calcul des 10%, c'est fait comment? Pour nous éclairer un peu. Alors, d'abord... c'est un sujet tellement important. D'aucuns nous ont reproché de ne nous avoir pas vus au moment où l'État a procédé donc à cette augmentation. Et c'est une grosse erreur, puisque nous étions nous-mêmes à la table de discussion. D'accord. Souvent, les Ivoiriens, ils oublient les actes qu'ils posent eux-mêmes. Ah ouais. Et après avoir posé eux-mêmes leurs propres actes, ils viennent reprocher aux autres de ne pas les défendre. Il y a eu quoi comme acte? Sur les 10%, l'augmentation du coût de l'électricité. Vous vous rappelez qu'en 2016, l'État de Côte d'Ivoire a initié un référendum constitutionnel. Dans ce référendum constitutionnel, on devrait mettre en place un Sénat, une nouvelle institution. Vous connaissez le nombre de sénateurs? On les paye par mois. C'est des millions par sénateur. L'institution elle-même doit disposer d'un budget de souveraineté, de fonctionnement. L'un mis dans l'autre, l'État doit aller chercher l'argent pour honorer cette volonté exprimée par les populations qui ont voté massivement à plus de 86%, m'a-t-on dit. Nous a-t-on dit, devrais-je dire, cette constitution. D'accord. Donc, elle devient effective. Mais en dehors du Sénat, vous avez remarqué que depuis l'avènement du régime actuel, l'électricité, je veux dire la fourniture de l'électricité a connu une avancée notable au plan national. D'accord. Beaucoup de villages ont été électrifiés. On parle de 86% de couverture nationale, là où nous étions à 48%. C'est ça. Bon, ce qu'on oublie, c'est que plus l'électricité couvre le territoire national, plus il faut en produire. Il y a une production qu'il faut faire. Ah bah oui. Mais puis, il y a les poteaux, les lampadaires publics qui éclairent les villages, les hameaux où on envoie le courant. Mais les lampadaires publics, là, qui payent la facture? Ah bah c'est bien nous, c'est le contribuable. Bien. On applaudit de nos 10 doigts. Ah bah quand oui. on envoie l'université dans notre région, on est oui, heureux. on est content, ça s'appelle du développement. L'eau et le courant qu'on envoie dans l'université, puisque les étudiants ne payent pas l'eau et le courant, qui paye? Ah bah, la population. Vous savez combien d'universités nous avons créées dans les régions? Bien sûr. Très bien, donc le coût évolue. Tout à fait. Bon, pour faire sérieux, quand vous avez fait tous ces calculs-là, vous voyez que l'État, là, n'a pas de champ de café ni de cacao. L'État n'a pas de maison. Mais tu as demandé à l'État de mettre en place tout ça. Oui. On exige, les parents s'élèvent dans les villages. C'est leur droit. Oui, mais je m'apprêtais à le dire quand même, c'est notre droit. C'est leur droit d'avoir l'électricité, d'avoir l'eau. Pourquoi les autres dans le pays ont l'eau? Ils ont l'électricité. Et puis chez nous, depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau. Même pour avoir accès à nos villages, c'est impossible. Ah bah oui, je suis d'accord. Donc, quand on demande à l'État de faire ces travaux-là, et que l'État budgétise, mais l'État va aller chercher l'argent, où ça? Nulle part ailleurs, tenez-vous bien, j'ai dit nulle part ailleurs que dans nos poches et les porte-monnaies des populations. Oh, d'accord. Voilà les faits. Et donc, quand l'État prend et que ça ne suffit pas, l'État cherche encore de l'argent en allant emprunter sur le marché mondial.
Vous comprenez? Mais quand tu empruntes, il faut payer aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, la période arrive, il faut payer. Si tu ne payes pas... Mais je ne comprends pas, vous. Non, on dit non, La période arrive. l'État travaille, on est content. Mais tu es content et puis tu refuses de payer. Ah. 10%. Il faut te payer, il faut payer. Parce que, regardez les infrastructures. On est Oui, d'accord, beau, c'est c'est beau. Moi, joli. comme moi, je suis heureux. Ouais. Aujourd'hui, de prendre d'Abidjan jusqu'à Abengourou, je peux même fermer les yeux et puis je dors dans la voiture. Je n'ai pas mais d'inquiétude c'est comme- parce qu'il n'y a pas de nid de Ça poule. vous dérange pas de payer les 10%, vous? En fait, quand on vous entend parler... Chaque fois que l'État me fait payer, je ne suis pas d'accord. Chaque fois que je dois débourser plus d'argent pour faire fonctionner l'État, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je trouve que l'État aurait pu faire beaucoup en limitant ne serait-ce que d'abord son train de vie. Ah ouais. Il y a des ministères même qui existent que de nom pour nous, organisations de consommateurs, tels que le ministère des Ressources halieutiques et des productions animales. Mais vous avez un ça ministère existe, des oui. Ressources halieutiques et des productions animales. Quelle est la politique nationale de production animalière en Côte d'Ivoire? Nous importons la toute grande consommation de notre... la grande quantité de notre consommation de bétail Tout à et fait. Mais je pense que de poissons et autres. des choses de sont en train l'extérieur. d'être faites, Ah, pardon. vous voulez parler comme les politiques maintenant? Oui, des choses sont... Vous voyez. Bon, vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, Oui, des pays gros producteurs totalement enclavés, Ouais. qui n'ont pas d'herbes fraîches sur l'ensemble, je dis bien herbes, les Tout à herbes fait. vertes, là, fraîches, sur l'ensemble de leur territoire national. Ils n'ont même pas une bonne saison pluviométrique. Mais comment pouvez-vous concevoir que malgré cette calamité naturelle, ces populations de ces 3 pays sahéliens que je viens de citer produisent en grande quantité du bétail et viennent nourrir un pays comme la Côte d'Ivoire, dont Dame Nature a gratifié l'entièreté de son territoire national d'herbes fraîches, pouvant lui permettre de produire du bétail. Parce que les bœufs et les moutons, c'est pas avec du caviar et du shawarma qu'on les nourrit. Les bœufs et les moutons sont nourris avec des herbes. Tout à fait. Oui, parce que nous, quand on était plus jeunes et qu'on partait en vacances auprès de nos parents au village, mais on accompagnait les bœufs et les moutons de nos parents dans la brousse. On les laissait là-bas, ils broutent jusqu'à on les ramène. Voilà, donc il faut continuer ce processus. D'ailleurs, sous le président Houphouët-Boigny, pour terminer sur la question, D'accord. la Côte d'Ivoire était autosuffisante en bétail. On n'importait pas de bétail avec la Sodebra. En même riz, on n'importait pas du riz en Côte d'Ivoire dans les années 70-80. Nous étions Ah bah, autosuffisants. je suis complètement en riz. d'accord. Avec le riz, c'est un autre truc. Moi, j'allais dans le village, ma grand-mère, quand elle était encore là, on avait un énorme champ de riz. Ah ben Aujourd'hui, ça n'existe plus. Évidemment, ma chère dame, dans tous nos villages, tous les paysans, tous les cultivateurs avaient d'abord leur culture de Le riz. riz, ah bah et à oui. côté, ils produisaient du riz pour leur propre consommation. Tout à fait. Et ils en vendaient le surplus. Mais tout cela a disparu. Pourtant, les ministères existent. hein. Les ingénieurs existent. hein. Ils sont gros payés avec nos taxes et nos impôts. Et puis après, on vient demander à Komoué, le riz est cher. Mais je n'importe pas de riz, je ne produis pas de riz. Parlant- Mais plus grave, regardez la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, l'Inde. Les plus gros producteurs. Tous ces pays qui nous apportent, on prend toute la consommation, notre grande consommation, plus de 40% de laine. Tout à fait. Mais toute cette consommation qui nous parvient de ces pays-là, Vietnam, Chine, Thaïlande et autres, mais regardez la situation géographique de ces pays. Totalement dans l'eau, engloutis dans l'eau. Que ce soit la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, engloutis dans l'eau. Mais ils produisent du riz. Toi, tu as des terres arabes ici, Très fertile. très fertiles, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu as des bas-fonds sur l'ensemble de ton territoire national. Aucune politique nationale de riz, aucune politique nationale de production animalière. Monsieur Koumou, ils sont en train d'être Et puis, faits comme on des on se plaint que le bétail est cher à la veille des fêtes de Tabaski, mais produit chez toi. Et puis, tu auras le juste prix Tout à de fait. ce que tu recherches que de confier ton ventre à l'étranger. Parlant de ventre, on va parler du plafonnement des prix dans nos marchés, M. Komoué. Mais le plafonnement, c'est une très bonne initiative du gouvernement. Vous voyez, quand c'est bon, nous Faut on est saluer. bon. Oui. Tout à fait. Mieux, au-delà même du plafonnement, l'État a interdit, avec tout dernièrement une nouvelle mesure L'expédition. suscitée par le Conseil national de lutte contre la vie chère, la prise d'une décision
allant dans le sens de l'interdiction de l'exportation du à fait. vivrier. Mais c'est une très bonne, c'est une bonne décision salutaire. La preuve, remarquez bien que cette Banane année, coûte moins cher on maintenant. ne parle pas de pénurie de bananes, Ah non, de ouais. pénurie de Ça commence à tomates, me déranger. le vivrier, on ne parle pas de... Non, nous sommes en pleine saison sèche. Ce qui devrait en principe susciter, comme les années antérieures, eh bien, des dysfonctionnements sur le marché. Mais cette année, le marché est calme, tranquille, parce que tout simplement l'État a compris que certains des nôtres préfèrent, dans leur volonté de courir, de faire une course effrénée au gain facile, ils préfèrent donc aller vendre le vivrier sur le marché sous-régional pour gagner plus d'argent que de le vendre sur le marché national. Ce qui crée des pertes de disponibilité du dit produit. Donc, en prenant la mesure, l'État a contraint tous les opérateurs, les producteurs, les vendeurs et autres, à inonder le marché national. Et ça, c'est bénéfique pour le consommateur. Donc, soyez rassurés, le contrôle, là où nous avons quelques soucis, avec la politique de plafonnement du prix, c'est lié au contrôle. Et ça, là même encore, on ne peut pas accuser forcément l'État, mais il faut accuser la conscience professionnelle des Ivoiriens. On ne peut pas décider d'aller... On ne te force pas à venir au ministère du Commerce. On ne te force pas à devenir agent contrôleur de prix. Vous comprenez? Mais quand vous décidez, vous allez même prêter serment à ces agents contrôleurs de prix. Les agents assermentés, dit-on. Ils vont prêter serment au tribunal de venir faire une régulation et un contrôle efficace du marché de la consommation. Mais une fois dans nos boutiques et sur nos marchés, mais ils font ce qu'on appelle de la corruption. Ils tendent leurs mains aux boutiquiers, ils arrivent au lieu de contrôler, sanctionner, ils disent à l'exclusion ou à l'exception de quelques-uns, mais la plupart sont abonnés à la malhonnêteté. Ça, c'est sûr. Et à l'époque, mais j'assume, et c'est comme moi, hein, et c'est ça de quoi je parle. Et à l'époque, nous avions attiré l'attention du ministre Jean-Louis Billon, alors ministre du Commerce. Il a pris une mesure d'interdire les contrôles sur le marché à ces agents-là. Mais ils ont soulevé une grève. Ils ont soulevé une grève. Parce que tout simplement, ils n'allaient plus chercher de l'argent. Leur salaire ne suffisait pas. Comme par hasard. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que là, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, alors qu'il y a des questions qu'on veut aborder avec vous, notamment la question des cautions de maisons en Côte d'Ivoire. Donc, le constat est que plusieurs propriétaires de maisons ne semblent pas être concernés par ce décret-là. Moi, il n'y a même pas si loin qu'hier, on était à la recherche d'une maison et le monsieur, parce qu'il n'a pas terminé sa maison, il nous dit qu'il veut une caution de 8 mois. Alors que c'est 2 mois. C'est que 2 mois, 4 mois. 2 mois de il nous dit si vous ne pouvez pas me payer ça, la maison va rester en état. Elle n'est pas terminée. Je ne sais pas comment je vais trouver les moyens pour terminer la maison pour qu'un locataire puisse rentrer. Déjà, vous terminez, vous prenez. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de plus de. Vous voyez, c'est là que nous attendons un État fort. Et non un État qui va chercher des Ivoiriens dans les maisons et les mettre dehors. C'est là qu'on attend un État, l'application effective des mesures prises. L'État décide. C'est ça, dans un pays, quand l'État décide et que cela est passé à l'Assemblée nationale ou même le décret d'application a été signé, faut qu'il y ait un suivi. Ça s'applique intégralement. C'est pour ça qu'on parle de patriotisme, de conscience nationale. Mais dès lors que l'État n'arrive pas à appliquer ces mesures qui devraient en principe aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de ces populations, il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et ça, pour tout intellectuel, vous comprenez déjà ce que je veux dire. Si l'État n'est pas capable d'honorer ses engagements vis-à-vis de ces populations pour lesquelles l'État prend ces mesures, il y a un gros problème. Et ce n'est pas à une organisation de consommateurs de se substituer aux administrations publiques qui sont les bras d'exécution de l'État pour faire le travail de l'État à sa place. Tout à fait, monsieur. Nous, on n'a pas pris de mesures. On nous a demandé, nous, on s'est plaint plus tôt en disant à l'État, on n'est pas d'accord qu'on nous exige 12 mois, 10 mois de caution. L'État prend la mesure, dit bon, à devant tous les opérateurs, y compris leur structure de défense de leurs droits. La chambre syndicale du droit des affaires et de l'immobilier. Ils sont tous d'accord que la mesure s'applique.
Et puis, quand on vient, le propriétaire te dit « Ah, c'est pas l'État qui a construit ma maison ». Et si le locataire va même se plaindre auprès de l'État, quels sont les instruments qui sont mis en place pour venir réprimer? Donc, on a l'impression qu'on prend des mesures juste pour contenter les populations dans leur mécontentement, mais dans le suivi, il se trouve de sérieux problèmes. C'est pareil pour la cigarette. Le téléphone au volant. J'aurais tellement aimé avoir plus de temps pour justement aborder pas mal de sujets avec vous, mais malheureusement le temps qui nous a imparti, enfin le temps qui nous a été donné va prendre fin. Mais avant, comment on intègre justement, on va dire le Conseil national, l'association, Comme toute association, tenez-vous bien, même au village, quand on dit on a créé une association du village, on fait réunion, les gens ne viennent pas. Donc on n'a pas la culture en Afrique associative, ce que les Blancs ont. Donc on veut leur ressembler, mais on ne fait pas l'effort. Il faut d'abord qu'il y ait une culture associative en Afrique. Le jour où nous allons atteindre ce niveau d'état d'esprit, alors l'État ne fera pas tout. Sinon, les gouvernants ne pourront plus faire tout et n'importe quoi à notre détriment. Si nous comprenons qu'ensemble, on doit se mettre pour pouvoir défendre nos droits, opiner sur les questions qui touchent nos quotidiens, que de venir plutôt soutenir un homme politique parce qu'il te donne des prébendes qui ne pourront pas améliorer tes conditions de vie toute ta vie, parce qu'un homme qui est ambitieux, une femme qui est ambitieuse, ne se contente pas de prébendes. Tu construis une vie, et la construction d'une vie passe par la mise en place des structures, d'instruments pouvant te permettre d'atteindre cet état d'esprit. Comme ça. Mais monsieur, vous me répondre à ma question, monsieur Gomoui. Oui. Comme toute association, comment non, mais pour y adhérer, c'est ce que je vous ai dit. Comme toute association, vous venez au sein de la structure en question, des organisations de consommateurs. Nous sommes un conseil national. Vous pouvez y adhérer, mais vous pouvez plus adhérer dans les associations de base, dans vos quartiers, dans vos communes, partout, sur l'ensemble du territoire national, en tout cas dans la 31 régions. Nous sommes représentés. Vous prenez une carte d'adhésion et vous payez votre cotisation. Et de combien par mois? Parce que ça peut inciter d'autres personnes. Même pas beaucoup, 1000 francs par mois. Donc vous avez bien entendu. Mais imaginez que des Ivoiriens payent 1000 francs à une association. Tu détiens ta carte de membre. Mais chaque fois qu'il y a un problème, tu es devant l'association, accompagne-moi. C'est toi qui es en charge de ma défense. Et nous, comme nous sommes ensemble, nous sommes plus puissants. Parce que déjà, sans même que nous ayons toute l'adhésion de tout le monde, nous pesons dans la sens de... Bon, imaginez quand les populations auront compris, qu'il y a lieu d'adhérer aux associations que d'adhérer aux partis politiques, parce que c'est les mêmes partis politiques qui nous amènent dans la situation que nous vivons. Mais comment ils font de ces mille là, vous ne pouvez pas prendre un peu dedans? Encore faut-il que l'État nous l'accorde. Faut pas m'envoyer loin. Merci beaucoup, monsieur Marie.